Keisha Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un influenceur, humoriste, comédien et artiste qui s'est fait connaître au travers des réseaux sociaux. Il fait partie de cette génération d'humoristes 2.0. Sa spécialité est de lancer des défis, des challenges qui peuvent parfois choquer. Sa signature dans le label Monstre Marin de Maître Gims lui a permis de diversifier son art et d'avoir une visibilité encore plus large. J'ai négligé ton cœur et ton âme. Je t'ai mis à bout de souffle, mais mon nom plus d'impact pour toi. Pardonne-moi. J'ai négligé ton cœur et ton âme. Je t'ai mis à bout de souffle, mais mon nom plus d'impact pour toi. En attendant la sortie de son nouveau projet intitulé Heaven King, vous avez la possibilité d'écouter son dernier titre avant de partir. Notre invité de la semaine est Noah Lunsi. Alors bonjour Noah Lunsi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à toi pour l'invite. Avec plaisir. Alors tu as 30 ans, tu es un influenceur, donc tu es comédien, humoriste et aussi un artiste chanteur. Donc tu es originaire de la République démocratique du Congo, donc tu as grandi en région parisienne, donc notamment à Sevran dans le 93 récemment. Tu étais en centre de formation et en parallèle, donc tu as passé un bac pro en vente. C'est ça. Alors tu as commencé les vidéos en autodidacte, donc c'était en 2013, à la même période que Tonio Live, J-Max, Salomé Je t'aime, donc je faisais vraiment partie de cette première vague d'influenceurs. Et tu as lancé une première vidéo donc pour t'amuser. Donc en fait c'était un ami à toi qui avait sorti une petite vidéo où en fait on voyait comment les noirs réagissaient quand quelqu'un décédait et comment les blancs réagissaient. Et donc toi tu as voulu faire un remake de tout ça. Ça a plutôt pris, ça a bien marché. Et donc ça t'a permis justement d'avoir ta première notoriété grâce à ça. Donc pour en revenir un petit peu au foot, donc toi tu étais footballeur. Donc tu as joué donc en France, au Luxembourg et en Italie. Tu as eu une rupture de contrat, donc c'était à Isernia lorsque tu avais 26 ans. C'est ça. Ça c'est pas possible, c'est ma mère qui parle. Tu étais en série C. C'est ça, dans une ville série, près de Naples. Exactement. Donc il y a eu un problème avec le président à l'époque. Bah, il ne payait pas en Italie. Il y a des clubs qui, parfois ils payent, parfois ils ne payent pas. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, ton cheminement en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aux a priori qu'on pourrait avoir, l'Italie n'est pas du tout, enfin moi en tout cas quand j'y étais, dans le sud de l'Italie, on pourrait croire que c'est raciste et tout. C'était pas du tout raciste. Tu étais le seul noir de l'équipe d'ailleurs. Le seul noir de l'équipe, mais c'est comme si j'étais de chez eux, j'avais toujours été là. Ils m'ont toujours soutenu, même quand ça allait un peu moins bien. Je suis resté un bon 6 mois, on va dire. Et puis au bout d'un moment, voilà, le club, on savait déjà, moi je connaissais la situation du club, mais quand je suis venu, j'avais besoin de me relancer aussi. Et aussi avait besoin aussi d'être en moindre coût, on va dire. Et puis il y a eu un moment où ils ne pouvaient plus payer. Et moi, c'est vraiment parce que j'avais pas de famille là-bas, j'avais pas de quoi subvenir à mes besoins, que j'étais obligé de rentrer si j'étais plus payé. Alors après la fin de ton contrat en Italie, tu as décidé de rentrer à Paris. Tu avais un préparateur physique à cette période-là. Et c'est vraiment à ce moment-là, donc en 2014, que tu as découvert la vidéo, donc que tu t'es lancé dedans. Et donc ça a super bien marché. Le public t'en a redemandé un peu plus. En fait, moi, je suis quelqu'un de bas, je suis quelqu'un de très taquin. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup... en quartier, on aime beaucoup vanner, chambrer, tout ça. Le truc, si vous voulez, c'est que j'avais déjà, on va dire, cette fibre humoristique. Mais je me voyais pas... J'étais pas timide, mais c'est juste que je me voyais pas faire le pitre, entre guillemets. Tu étais un peu le bout en train aussi à l'école. Exactement. Exactement, c'est vrai en plus. Et donc toi, c'est quand tu as vu des femmes donc s'abonner à ton profil et liker ton profil que tu t'es dit ah bah là il y a peut-être quelque chose à faire et je vais continuer les vidéos. C'est ce qui t'a motivé. Les femmes c'est la motivation de tout le monde, hein, je pense.
si on est ici, c'est grâce aux femmes, tu vois. Donc quand tu vis ta vie, c'est grâce aux femmes. Donc non, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 26 ans. J'avais l'habitude de côtoyer des femmes, bien sûr. Mais de voir, on va dire, autant de personnes s'intéresser à toi d'un coup, tu sais, pour quelqu'un ça te fait un choc un peu, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, c'est parce que j'ai fait une vidéo, tu sais, des filles d'habitude qui jamais t'auraient calculé, là, elles te calculent et tout. Et forcément, c'est nouveau, donc tu découvres. Donc je me dis, ah ok, vas-y, je vais en refaire, on sait jamais, peut-être qu'elles vont revenir. Et j'en ai refait, ça revenait. Après, il n'y avait pas que des filles, il y avait des garçons aussi, tu vois. Et c'est comme ça que ça a pris, tu vois. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma. Oui. Depuis vraiment petit, avant même le foot. Et d'ailleurs, tu as tendance à te moquer de certains joueurs de foot, dont Giroud par exemple, dont tu n'aimes pas le jeu. Hein, non, c'est vrai, le jeu, on parle à personne parce que je ne le connais pas personnellement, c'est juste le jeu. C'est juste le jeu, je pense qu'il a énervé plus d'un. Il en a énervé plus d'un, mais s'il pouvait m'énerver comme il a fait et qu'on peut encore être champion du monde, franchement, je suis preneur à 100%. Alors justement, pour toi, quelle est la frontière entre l'humour et l'acharnement et la méchanceté? La méchanceté, c'est quand justement tu t'acharnes sur une personne. Quand tu es sur elle tout le temps et que tu emploies par exemple des mots qui sortent de leur contexte. Tu parles de ses parents, tu parles de... Ça n'a rien à voir, tu vois, c'est lui qui... Donc ouais, moi je pense qu'il faut savoir... Après, les joueurs de foot, ils le savent aussi, on est dans une période numérique où voilà, il y a 10 ans, peut-être quelqu'un l'aurait mal pris. Oui. Mais maintenant, c'est un peu normal, avec Twitter surtout, tu vois, les Twitter, les Instagram, tout ça, donc les gens voient que voilà, ça fait partie du jeu, donc on l'accepte, même moi-même, hein. Oui. Moi-même, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a le moindre petit truc sur Twitter ou Instagram, c'est en feu, hein. Snap, je t'en parle pas, tu vois. Est-ce que tu penses que justement c'est compliqué pour un humoriste de respecter cette frontière et de ne pas la dépasser? Parce que ça peut aller très vite. C'est vrai que ça, en fait, c'est pas compliqué pour l'humoriste, c'est compliqué pour les personnes qui vont le recevoir. Ouais, qui vont le recevoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent le prendre d'une certaine manière, pardon. Tu vois, et c'est plus ça en fait qui est compliqué. Tu as déjà blessé des personnes? Ouais, il y a déjà des gens que j'ai blessés. Mais moi, quand je sais que je blesse une personne, j'hésite pas à m'excuser, parce que je suis un être humain. Donc je me rappelle une fois, j'avais vanné une fille. C'était une fille que j'avais vannée sur Snap. En fait, souvent sur Snap, je leur dis, bon, envoyez-moi le peuple de Moïse, comme je les appelle, les people des Moritos. Envoyez-moi vos photos et je vais noter vos tenues. Donc je mets des notes sur les tenues. Mais le principe des notes, c'est de mettre toujours moins. Pas de mettre plus, tu vois. Oui. C'est de la vanne. Donc je mets moins 20 ou moins 999, tout ça, et je vanne les tenues en même temps, tu vois. Et je me rappelle, il y a une fille que j'ai vanné la tenue, et elle m'a envoyé la photo toute contente et tout, et je mets la tenue et je la vanne. Sauf que moi, forcément, mon compte, il est vu par tout le monde. Et elle savait pas, elle me dit, ouais, mais je savais pas que tout le monde allait voir comme ça, est-ce que tu peux retirer? Ma famille voit et tout, ils m'ont appelé du bled et tout. Et j'ai retiré, je me suis excusé parce que je lui ai dit, c'est pas le but, c'est vraiment, tu vois. Et toi aussi, il faut que tu le saches que c'est humoristique à la base. C'est pas fait pour blesser ou pour que tu te sentes mal à l'aise. Donc quand je vois que quelqu'un vraiment, personnellement, ça le blesse, je retire ou je m'excuse ou quoi. Alors, tu écris depuis l'âge de 19 ans. Exact. Donc toi, tu écris des poèmes plutôt romantiques. Je sais pas où t'es parti chercher ça, mais c'est vrai, depuis l'âge de 19 ans. J'écrivais même, j'étais encore à Sevran, mais comme tu as vu, t'es Sevran. Justement, j'allais te poser la question parce que c'était des textes plutôt romantiques, etc. Et tu avais peur d'être charrié finalement par les potes du quartier. Donc comment ça se passe pour un jeune de 19 ans qui écrit des textes à l'eau de rose, entre guillemets, et qui a ses potes autour qui font du rap En fait, si tu veux, j'ai toujours grandi dans un environnement hostile, mais autour de moi, il y avait énormément d'amour. C'est-à-dire, j'ai jamais manqué d'amour. J'ai grandi avec énormément de femmes. Il y avait ma mère, il y avait mes cousines, il y avait mes tantes. Tout le monde me donnait un amour qui était limite au-dessus de ce qu'un être humain peut recevoir. Et vu que j'avais ce surplus d'amour, j'avais des facilités à retranscrire ce que je ressentais ou ce qu'on me donnait, tu vois. Et un jour, comme ça, je me suis dit, je vais essayer de poser sur papier ce que je pense ou ce que je ressens sur le moment même. Et c'est comme ça que c'est parti, tu vois. Et j'ai attendu vraiment d'avoir une certaine autorité pour pouvoir les exposer. Tu vois, c'est vraiment... Et même maintenant, quand par exemple que ce soit dans mes chansons ou quoi que ce soit, quand mes potes ils voient ça, ils me demandent, il y en a beaucoup qui me disent, c'est quelqu'un qui écrit pour toi. Oui.
Là, ils savent pas que j'ai cette capacité parce que je l'ai depuis longtemps, mais c'est juste que les gars, j'arrivais pas à vous le dire que, tu vois. Ça va, aujourd'hui, ils rigolent moins. Ouais, ils rigolent et ça va, maintenant, c'est détente. Est-ce que tu penses justement avoir donné une image erronée de toi à l'époque? Même maintenant. Même maintenant? Ouais, même maintenant. À quel niveau? Dans le niveau où tu as vu, par exemple, parfois je vois des gens, ils voient, ah, Noah Lounsi, tatouage, ils pensent gangster, vu que Sevran, tu vois, ou alors ils pensent Mabé Challenge, nanana, donc forcément homme à femme. Oui, alors que tout le contraire. Ouais. Je suis en tout cas en 2019, tu m'aurais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit oui, homme à femme. Mais en tout cas en 2019, j'ai envie d'être l'homme d'une seule femme. D'ailleurs, tu avais pour défi à un moment donné de ne pas être avec une femme pendant 1 an, c'était ça? Pas 1 an, mais c'était pendant 6 mois. Pendant et je te 6 jure mois, que ça m'a fait un bien fou. Tu as pu respecter ton... Pendant 6 mois, j'ai touché aucune femme. D'accord. Et ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, parce que ça te permet de te recentrer, d'être focus sur les choses essentielles. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, et c'est ça aussi qui m'a permis, qui m'a fait avoir un déclic et qui m'a dit qu'en vrai, tu n'as pas besoin de t'éparpiller. En fait, plus tu montes, avoir beaucoup de femmes qui gravitent autour de toi, je pense que c'est pas bon. Oui. C'est mieux d'en avoir une avec laquelle tu peux t'appuyer, qui celle qui va t'élever. Tout comme l'humour, tu t'es lancé dans la musique un petit peu par hasard. Donc à l'époque, tu hostais, donc c'est-à-dire que tu animais dans les soirées. Et de là, t'es venue l'idée justement de le mettre en musique, de mettre ton hosting en musique. Donc comment l'idée t'est venue et comment a réagi le public finalement face à ça? Ce que les gens ne savent pas, c'est que on a commencé avec un premier single qui n'est jamais sorti. Bocinto. À l'époque, exactement. Ouais. Bocinto. J'étais signé chez Gims à l'époque. J'étais signé chez Monstre Marin et j'avais enregistré Bocinto, produit par Danny Sainté. Oui. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas le Danny Sainté. Oui, qui n'était pas encore connu. Ouais, il n'était pas. Donc, on avait fait Bocinto et le titre n'est jamais sorti pour diverses raisons. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Entre-temps, j'ai quitté Monstre Marin. Non pas qu'il y avait un problème avec Gims, je suis toujours en très bon terme avec lui, mais c'est juste que j'ai une direction artistique assez... voilà, j'ai une vision des choses et quand ma vision ne concorde pas avec ce que les gens voient pour moi, je leur laisse la chance. Mais quand je vois que ce qu'ils proposent, c'est moi qui avais raison, je préfère le faire moi-même. Tu comprends? Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a quitté Monstre Marin, on est resté en indépendant malgré qu'on a eu pas mal de sollicitations de maisons de disques. Mais bon, vu que j'avais vu un peu comment ça se passait avec Universal, j'étais un peu, pas dégoûté, mais voilà, j'ai vu un peu comment c'est. Quand t'es pas l'artiste du moment ou quand ils veulent pas, voilà, ils te mettent un peu. Tu vois, de côté, et moi, c'est pas ce que j'avais besoin. J'ai continué, j'ai commencé à hoster, ça commence à bien prendre et tout. Et on a été en contact avec DJ Raizé. Oui. DJ Raizé, Jazzy, Léo, toute son équipe. Et c'est à partir de là que Wario est parti. Donc le projet, c'est... Alors, parce que moi, j'avais vu Evan King, donc c'est King Evan. King Evan. D'accord, donc c'est King l'inverse. Evan, c'est le nom de mon fils. Il s'appelle King Evan Ismail. Donc c'est son nom. Donc c'est un projet qui comportera 12 titres. 12 titres, normalement. 12 titres. 12 titres, peut-être 2 bonus, et encore, je sais pas, j'ai pas envie d'en faire beaucoup, mais je pense 12 titres. Donc il y en a déjà 2 qui sont sortis. Il y en a déjà 2 qui sont sortis. Donc d'ailleurs le mois dernier. Hein. Ouais, il y en a déjà 2 qui sont sortis, il y a À bout de souffle et Avant de partir. Et il y en a 10 autres, ou peut-être 12 autres, on ne sait pas. Mais sincèrement, les gens vont être... je pense qu'ils vont être choqués. Et est-ce que vous avez une date prévue pour la sortie de l'album? Je ne pourrais pas te dire de date prévue, parce que si je te dis de date prévue, là déjà, tu vois... Tu auras les internautes qui vont te tomber dessus encore une fois. Qui me regarde, il va, tu vois, mon manager va un peu... Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas te dire de date prévue, mais ça arrive très bientôt. En tout cas, là... Pour 2019. Ouais, courant 2019, même, allez... Avant le mois d'avril, il y a. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? On a le projet King Evan, on a les vidéos sur lesquelles j'ai envie de m'appuyer un peu plus. Je suis bientôt au 1 million d'abonnés sur Instagram, ça représente quand même quelque chose, c'est beaucoup de travail. Et j'estime que en fait, toute la force que les gens m'ont donnée, moi j'ai envie, une fois le 1 million d'abonnés passé, j'ai envie d'utiliser ma plateforme pour développer, en fait, aider les autres.
D'accord. C'est-à-dire mettre en avant les jeunes qui font des vidéos, qui font de la musique, les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, voilà, qui ont des sociétés, qui veulent monter les choses. Mais en tout cas, merci. Merci pour à toi. cette belle leçon. Merci à toi. Merci à toi. Et je te souhaite plein de belles choses. Merci infiniment. Je vous souhaite vraiment de grandir dans cette émission. Alors, Noah Lunsi, Oui. un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ok. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ok. Let's go. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Il parle tu as- trop, lui. Tu as face à toi Fatou Ilunga, Wow. ta mère. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Let's go. Alors tu es très proche de ta culture, la culture congolaise. Tu parles lingala, tu aimes la rumba, la musique congolaise, la nourriture bien évidemment. Pourtant, tu n'avais jamais été au Congo dans un cadre personnel et non professionnel, alors que tu as vraiment une attache à cette culture. Tu es Mukongo par ton père, Mon père. voilà, et Mulunga de Moulouba de ma mère. Ouais. ta maman, Ouais. voilà exactement. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Le Congo, le Congo, le Congo. Moi, Namboka, comme on dit. Non, le Congo, c'est toute ma vie. Hein. J'ai grandi avec la musique congolaise, autant que... En fait, le parallèle, moi, c'était la musique américaine, la soul, un peu de variété française, et le reste, la musique congolaise. Que ce soit la rumba, que ce soit les sébènes, que ce soit tout ça. C'est des choses avec lesquelles j'ai grandi, la culture aussi, les théâtres. L'envie aussi de faire des vidéos, c'est aussi beaucoup les théâtres de chez nous, les comédies congolaises, ils sont super marrants. Les mecs ils ont des inspi, je sais pas s'ils sont 7 dans leur cerveau, mais c'est incroyable. Ils sont vraiment marrants. Même au niveau de la musique, les mots, les métaphores utilisées pour parler de l'amour, je pense que personne en Afrique, et ça je le dis sincèrement haut et fort, personne en Afrique parle mieux de l'amour qu'un Congolais. Et ça on te le dira partout, on voit que ce soit les Koffi Olomide, les Taboulé Rochereau, les Fali, les Ferré maintenant. Donc voilà, voilà, le Congolais est romantique en l'âme. Et après, au niveau de la culture, ça m'a forgé parce que ça m'a permis, par exemple, c'est vrai que je suis jamais allé au Congo, mais je parle très bien le lingala parce que ma mère me parlait beaucoup lingala, parce que j'écoutais beaucoup mes parents, mon père aussi, ma famille. Je regarde beaucoup de documentaires aussi sur le Congo. J'essaie de me documenter dessus parce que moi j'ai grandi aussi avec ça, mais j'ai grandi aussi avec un pays qui quelque part, on va dire, qui se développe un peu, qui a du mal à se développer malgré toutes les ressources naturelles qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste et je me suis toujours dit que quand j'aurai les moyens, pas forcément de la notoriété, mais juste les moyens nécessaires de le faire, et quand je serai prêt, j'essaierai de faire quelque chose pour le Congo, pour la terre de mes ancêtres, parce que j'estime que voilà, si chacun met le pied à l'étrier, on peut faire de grandes choses. Alors avant de faire des vidéos, tu étais footballeur professionnel, donc tu as arrêté suite à une rupture de contrat. Lorsque ça s'est fini, tu n'as pas osé en parler à ta mère, de peur qu'elle ne te pose des questions. Donc toi, tu n'as pas vraiment voulu toucher un ballon après tout cela, parce que tu as été dégoûté de certaines choses du milieu. Oui, puis touché, ouais. Et tu as vraiment mis ça complètement de côté. Et tu as connu aussi des moments de galère, donc c'est-à-dire des moments où parfois tu ne mangeais pas à ta faim, des moments où tu as dû travailler à l'usine, tu as dû remplir des pots de yaourt, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces moments de galère que tu as pu connaître? Ouais, c'était assez... Moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup les choses, donc je relativisais toujours, mais j'essayais à chaque fois qu'il y avait quelque chose comme ça de ne pas en parler à ma mère, parce que j'estimais qu'elle n'avait pas besoin de... Elle a tellement souffert, elle a tellement tout bien fait à sa juste valeur, on va dire, à sa manière. Elle a essayé de tellement bien faire les choses que de voir peut-être que son fils il est en train d'échouer dans certaines choses. Je sais qu'elle a encore plus d'empathie que moi et ça allait l'attrister. Et elle a des problèmes de cœur, donc des problèmes de cœur, des problèmes de tension, donc j'évite parfois de lui annoncer des nouvelles un peu, on va dire, où elle sait que
enfin, de savoir que par exemple son fils aîné, ben, il n'est pas épanoui ou alors qu'il ne réussit pas dans ce qu'il est en train d'entreprendre, ça allait plus la toucher que moi-même. Donc j'en parlais pas. Quand, par exemple, quand je travaillais à l'usine, ben, je lui disais que ça se passait bien au club, que j'étais à la JOCR et que j'étais bien payé, t'inquiète pas, tout ça. Juste, je jouais pas parce que j'étais blessé. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait des moments quand tu habites seul et quand c'est les débuts, ben, tu ne manges pas forcément à ta faim. Voilà, c'est difficile. Je me rappelle, il y avait des moments où ben, j'étais dans un foyer des jeunes travailleurs, mais vers un moment, j'avais plus d'argent, on va dire, pour payer le foyer des jeunes travailleurs. Et je me suis retrouvé à dormir 2-3 fois, on va dire, dehors. Mais ça, j'en parlais pas parce que j'avais pas forcément envie de la toucher et de la blesser et qu'elle soit apeurée. Et j'ai eu la chance, quand j'étais à Auxerre, de connaître un ami là-bas, Abdul Diakité, qui m'a un peu hébergé pendant un moment. Et voilà, aujourd'hui, les choses ont fait que voilà, il m'a hébergé un moment. Ensuite, j'ai pu reprendre un autre boulot. J'ai pu pouvoir me repayer une chambre. Et voilà, c'est des moments qui m'ont appris, qui m'ont dit que qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, que voilà, dans la vie, quand en fait, ce que toi tu penses, c'est pas forcément ce qui va arriver. Et quand tu te crois trop haut, ben, faut parfois relativiser parce que tu peux tu peux tomber très bas, très vite. Et quand tu tombes bas très vite, il faut savoir aussi se relever très vite parce que sinon tu restes par terre. Et voilà, moi, ces expériences-là m'ont permis de me relever, d'être plus dur, plus mûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive, une fois la notoriété acquise, tout ce qui m'arrive de bien ou de mal, ben j'ai du recul et je sais comment le prendre. Que ce soit les critiques, bien ou mal, que ce soit les événements, que ce soit bien, que ce soit mal, je le prends avec beaucoup de recul parce que je sais que j'ai vécu beaucoup pire que ça. Donc voilà, ça m'atteint pas plus que ça. Alors, ta mère représente énormément pour toi. Elle est ta reine. D'ailleurs, tu as un tatouage sur le bras, la représentant, ouais, avec une couronne, ouais, et un petit message. Maman Nalovayo. Ouais. Maman, je t'aime. Ouais. En lingala. Exact. Donc, tu as ce besoin de vouloir protéger ta maman, de pouvoir la mettre à l'abri du besoin d'ailleurs. Est-ce que d'où ça vient, justement, c'est cet amour que tu ressens pour ta mère et justement cette envie de protection? Moi, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec énormément de femmes. On a grandi une grande famille avec énormément de femmes. J'ai aussi l'amour, attention, hein, parce qu'il y a peut-être, c'est juste que je ne le mets pas en avant, mais j'ai aussi énormément d'amour pour mon père. Parce que moi, avant que mes parents se séparent, j'ai eu la chance de vivre avec eux, avec les deux. Et voilà, on va dire que chez nous, les Africains, on n'est pas très démonstratifs de l'amour. Mais bizarrement, moi, avec ma mère, j'arrivais à être démonstratif de ça. Après, ce qui a renforcé aussi le fait que je sois comme ça avec ma mère, c'est qu'étant petit, on a eu énormément de décès. En fait, j'ai vu ma mère beaucoup pleurer parce qu'on a perdu énormément de monde. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de tatouages qui parlent de ça, dont la Tour Eiffel, par exemple. J'ai la Tour Eiffel et je me rappelle la première fois que j'avais tatoué la Tour Eiffel, c'était un croquis, il n'était pas encore fini. Et je l'avais exposé sur Instagram et les gens s'étaient moqués. Et ça m'a fait mal parce que, en fait, c'est pas leur moquerie qui m'avait fait mal, mais c'est le fait qu'ils ne connaissent pas la signification de cette Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est pourquoi? C'est parce que la première fois que j'ai vu, moi j'étais très proche d'une grande cousine à moi qui est décédée quand j'avais peut-être 11 ans. Et je me rappelle la fois où elle est décédée, donc on nous apprend qu'elle est décédée. Et on va la voir à la morgue. Et je me rappelle, c'était des portes coulissantes, mais genre, quand tu rentres, il faut attendre au moins 4-5 secondes avant qu'elle se rouvre. Et on était assis à l'accueil, et ils nous ont dit, c'est bon, vous pouvez aller la voir. Et moi, j'étais le premier, donc je suis parti la voir, mais je n'avais pas encore entendu. Donc quand je suis rentré, la porte, elle s'est coulissée, et pendant 4-5 secondes, j'étais seul avec elle dans la salle. Et je l'ai vue, elle était allongée, et j'étais petit, j'avais envie de lui dire, mais lève-toi qu'on puisse y aller. Et c'est quand j'ai réalisé vraiment qu'elle ne bougeait pas et qu'elle était vraiment morte et que voilà, que c'était terminé, que je ne la reverrais plus. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, voilà, elle est vraiment morte et je viens vraiment de perdre quelqu'un que j'aime. Et tout ça, ça s'est passé à Paris.
Et c'est pour ça que j'ai tatoué la Tour Eiffel. Mais les gens, quand ils voient la Tour Eiffel, ils pensent que c'est pour le tourisme ou quoi, alors que non. C'est juste, voilà, je voulais marquer une époque de ma vie qui m'a permis de grandir et je me suis promis à moi-même de faire en sorte de plus jamais voir ma mère dans cet état-là, dans cet état où elle pleure tout le temps, où elle est mal. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je ne pourrais pas empêcher des gens de mourir, mais si je peux faire en sorte de moi réussir ma vie pour qu'au moins elle soit heureuse et qu'elle ne soit pas triste quand elle me voit, ben je vais tout mettre en œuvre. C'est pour ça qu'à chaque fois que je faisais des choses que ça ne marchait pas, ça m'attristait moi déjà premièrement et j'évitais de le dire à ma mère. Donc voilà d'où est parti ce sentiment de protection. C'est pour ça que je suis comme ça aussi avec mon fils et toutes les autres personnes qui me sont proches. Alors il y a une partie de ta vie que tu n'as pas passée avec ton petit frère parce que tu étais placé en famille d'accueil et il en a beaucoup souffert. Est-ce que tu accepterais de livrer cette partie de ta vie? Bon, en fait, j'ai deux petits frères, mais j'en ai un avec qui, enfin, un de même mère et de même père, on va dire, avec qui on a grandi ensemble. Et l'autre aussi, on se voyait beaucoup. On se voit un peu plus maintenant qu'on a grandi, mais on va dire, étant plus petit, lui, il était avec sa mère, moi, j'étais avec la mienne. Et le petit frère, celui qui a le plus souffert, on va dire, c'est celui avec qui est avec ma mère aussi. Moi, à partir de, je me rappelle, à l'âge de, j'étais en 5e, je crois, ben, c'était difficile, hein. C'était difficile pour tout le monde. Il y avait des moments où les fins de mois étaient difficiles. Et à l'école, il y a des moments à l'école, ils l'ont vu, où je venais un peu moins, ou alors j'étais un peu moins présent, où j'étais moins là, on va dire. Et on déménageait beaucoup. Il y a eu le moment où on déménageait beaucoup et les assistants sociaux ont fait comment ça s'appelle, les assistants sociaux m'ont contacté, ils sont rentrés en contact avec moi et je me rappelle, c'est là où j'étais placé en famille d'accueil. Je me rappelle même au quartier, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le savaient parce que j'étais toujours là, mais j'étais en famille d'accueil. Le truc, c'est que mon petit frère, c'est quelqu'un de très timide. C'est quelqu'un de très réservé, qui ne parle pas, contrairement à moi. Par exemple, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de bêtises et tout. Ma mère, elle me tapait beaucoup, tout ça. Mais par exemple, lui, elle l'a jamais tapé parce que c'était quelqu'un de très timide, très réservé, qui écoutait tout de suite. Et je sais que lui, il a beaucoup souffert de ce manque d'affection de ma part, que je ne sois pas là quand il avait besoin. Et je m'en excuse aussi auprès de lui parce que voilà, il y a des moments où j'aurais pu être là, mais c'est peut-être aussi une forme d'égoïsme, hein, de penser qu'à soi, faire des bêtises, se dire que ceci, se dire cela. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que peut-être que si j'avais pas fait certaines conneries, si j'avais pas, voilà, je serais peut-être pas allé en famille d'accueil. Et peut-être que j'aurais pu profiter de mon petit frère et être là avec lui. Mais c'est vrai que voilà, moi, la famille d'accueil, c'est quelque chose qui m'a fait du bien parce que ça m'a permis aussi de vivre avec une autre culture. C'était des Maghrébins d'Algérie, c'était des Algériens. Ils m'ont pris comme leur enfant, vraiment. Ils m'ont vraiment pris comme leur enfance et je me rappellerai toujours. La dame, elle s'appelait Madame Aourtilan, je me rappelle. Et aujourd'hui, c'est comme ma mère. Voilà, elle m'a aussi aidé à me redresser et à rester dans le droit chemin et à voir que voilà, si je continue comme ça, voilà, j'avais l'exemple de certains potes qui avaient fait de la prison, qui avaient pris des grosses peines. Et elle m'a demandé, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi ou est-ce que je veux réussir et faire en sorte de rendre heureux ma mère ou la voir comme ça, voilà, malgré qu'elle a des problèmes de tension, tout ça. Et j'ai pris conscience et voilà, à partir de là, je me suis mis dans le droit chemin et je me suis concentré sur le football et voilà, ça s'est bien passé. Alors tu aimes beaucoup les femmes. Tu as grandi entouré de femmes, avec ta maman, tes cousines. Pourtant, tu n'es pas toujours un enfant de cœur. Tu demandes des nudes aux femmes. Certaines peuvent trouver ça indélicat, d'autres considèrent ça comme une forme d'exhibitionnisme. Alors toi, quelle est ta position sur la question? Et que pense la gente féminine familiale de tout ça?
Bah, écoute, je pense qu'elles vont le penser après l'interview, quoi, avant de le voir. Non, je peux comprendre, je peux concevoir que certaines femmes trouvent assez indécent de voir des femmes assez dénudées dans mes vidéos ou sur mes snaps. On va dire essentiellement sur mes snaps parce que c'est là-bas où ça se passe, les challenges, tout ça. Mais moi, je leur demande juste de voir la chose d'une autre manière, en fait, dans un autre angle. Comme on dit, voir les choses sous différents angles, parfois ça élargit ton champ de vision. Aujourd'hui, on est en 2019 et pour une pub de lait sur TF1 ou sur des autres chaînes, juste pour une pub de lait, hein, pour du lait demi-écrémé ou ce que tu veux, il y a des femmes qui sont dénudées. Pour une pub de colle, pour une pub de voiture ou pour ce que tu veux, il y a de plus en plus de femmes qui sont dénudées. C'est-à-dire que la sexualisation de la femme, elle est aujourd'hui dans notre société, dans une société qui sexualise beaucoup la femme. Je ne dis pas que c'est pour ça que je dois le faire, mais je dis juste que si vous êtes choqué de mes snaps, vous ne pouvez pas être choqué de mes snaps quand vous voyez ce qui se passe à la télé. Les gens voient ce challenge comme on va dire, comme une sorte où tu mets un peu les femmes comme des femmes objets et tout ça, alors que non, du tout. Moi, quand je fais ce challenge, excepté le Mabé Challenge, où peut-être, oui, là c'est vraiment un délire, voilà, il y a des femmes qui twerk, mais les femmes le twerk à la base c'est une discipline, hein, c'est une danse, voilà, il y a le Mapuka en Afrique, c'est une danse, et le Mapuka c'est encore pire que le twerk. Mais de base, moi, quand je fais des challenges, que ce soit le miroir challenge là, récemment que j'ai mis, que ce soit le body challenge ou toutes sortes de challenges où la femme est mise en avant, c'est surtout parce que je me suis rendu compte, je parle beaucoup avec des femmes et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont un manque de confiance en elles total. Mais vraiment, on est dans une société où beaucoup de femmes ont subi des viols. Beaucoup de femmes ont subi des attouchements sexuels. Beaucoup de femmes ont peur de parler de ces choses-là. Et moi, quand je parle avec elles, j'ai envie de leur faire comprendre que... Et on est aussi dans une société où la femme, elle est instrumentalisée dans le sens où, pour être une femme idéale, il faut que tu aies tel type de poids, tel type de taille, tel type de corpulence, que tu aies tel type de peau, alors que non. Que tu fasses 70 kilos, que tu fasses 100 kilos, que tu fasses 50 kilos, tu es aussi belle que toutes les autres. Donc voilà, et quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, toutes les femmes sont belles. Voilà, la beauté, elle est propre à l'œil de la personne qui la regarde. Et moi, ce que je veux vraiment quand je fais ces challenges-là, c'est les mettre en valeur, c'est qu'elles soient mises en confiance, qu'elles aient confiance en elles. Et il y a beaucoup... Moi, ce que je retiens plus le côté positif des femmes qui me disent franchement, grâce à ton challenge, ben, je me sens plus à l'aise, je me sens plus libéré. Je me vois autre que ce que moi-même je vois. C'est-à-dire j'ai le regard des gens. Il y a beaucoup de personnes vivent avec le regard des gens. Ça veut dire qu'ils ont peur du quand dira-t-on. Ils ont peur de toutes ces choses. Et moi, ce que je veux, c'est crever l'abcès avec toutes ces choses. Je veux que, voilà, aujourd'hui, que ce soit banal, qu'on n'ait plus peur de regarder la femme d'une autre manière. Après, il y a des femmes qui m'envoient des photos où elles sont peut-être en sous-vêtements, mais il y a d'autres femmes aussi qui m'envoient des photos où elles sont habillées normalement. Donc voilà, je ne vais pas me censurer ou je ne vais pas censurer ces femmes tant que ce n'est pas des photos non plus où elles sont dénudées. Dénudées, ça veut dire qu'elles sont toutes nues. Là non, je ne pourrais pas mettre. Mais quand elles sont en sous-vêtements, le sous-vêtement pour moi, quelque part c'est de l'art. Une femme en sous-vêtements, c'est de l'art. C'est plus beau une femme en sous-vêtements qu'une femme tout nue. C'est de l'art. Donc si elle se sent à l'aise et qu'elle a envie de démontrer aux gens qu'elle est à l'aise comme ça, et voilà, si je peux la mettre en confiance par rapport à ça, je le fais. Donc voilà, de base, tous ces challenges-là, ils partent avec cette intention. Après, comme dans tout, il y a toujours l'exception qui fait la règle, qui confirme la règle, pardon. Et parfois, il y a des dérapages, mais bon, ça, c'est les aléas du direct. Alors, tu as un fils prénommé Evan King Ismaël. C'est ça. Donc, tu es séparé de la maman, mais par contre, vous êtes toujours très proches. Depuis que tu as assisté à l'accouchement de la maman, tu as déclaré avoir énormément de respect pour les femmes, parce que ça t'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, quand tu as vu ton fils sortir, tu as dit que tu l'as trouvé moche. Il était très jeune, très moche. Je te laisse nous en parler. Ouais,
Franchement, moi, je vais pas faire des langues de bois. Il y en a qui disent non, mais mon fils a toujours été beau. Non. Moi, je vous dis la vérité, quand il est sorti, je me suis dit, ah ouais, purée, ça c'est la rançon pour avoir vanné tous les gens. C'est pas possible, il ne peut pas être aussi moche. Et je me rappelle, mais vraiment, même les bonnes femmes qui étaient là, elles se disaient, mais il est sérieux ce papa, il vanne son fils et tout. Je disais à sa mère, je disais, purée, c'est quoi ça? Et au fil du temps, en fait, il devenait de plus en plus beau. Je me dis, oh, heureusement, parce que c'était chaud. Mais c'est vrai que de voir, j'ai assisté à l'accouchement et de voir, de voir ce qu'elle a enduré, de voir tout son courage, tout son dévouement, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait pour que cet enfant vienne au monde. Bah déjà, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu parce que c'est quelque chose d'assister à ça, déjà c'est quelque chose d'énorme. Déjà d'avoir un enfant, c'est pas donné à tout le monde. Mais aussi je me suis rendu compte que voilà, la femme, c'est une dinguerie en fait. En vrai, les femmes, elles sont... On n'a pas idée, mais on devrait tous les jours limite les mettre en avant, les mettre en valeur parce que ce qu'elles vivent, on vit même pas le quart de ce qu'elles vivent. C'est vraiment là. En fait, c'est à ce moment précis que je me suis rendu compte de ce que ma mère me disait, de ses dires, de nanani, ouais, par rapport aux femmes. C'est tout ça, en fait, tout a pris un sens, en fait. Le puzzle, il s'est assemblé à ce moment-là. Et j'ai eu un déclic. Je respectais déjà les femmes avant, mais j'ai eu encore plus un déclic où je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Plus jamais de ma vie, je vais faire ci, plus jamais de ma vie, je vais faire ça, plus jamais de ma vie, je vais parler d'une femme de cette manière parce qu'en fait, en vrai, il faut les respecter. Quel que soit le type de femme, il faut les respecter parce que regarde la capacité qu'elles ont à ce qu'elles peuvent faire. Voilà, mettre au monde, pour moi, c'est l'une des plus belles choses et je le souhaite à tout homme de vivre un accouchement ou à toute femme de mettre bas. Mais ouais, c'est vrai que ça a pris toute son ampleur. Et ouais, aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que c'est mon existence. Il me met en émoi. Chaque matin, je le laisse à l'école. Voilà, quand c'est pas moi, il pleure limite. Il veut tout le temps qu'on soit ensemble. Voilà, j'ai l'impression que c'est un prolongement de moi. Et pour sa mère, ouais, voilà, les aléas de la vie ont fait qu'il y a un moment où on a été séparés, c'est plus de ma faute, beaucoup plus de ma faute, parce que il y a des moments où voilà, là, mon côté, l'homme que je suis a pris un peu le dessus, mais voilà, on ne sait pas, hein, on sait pas de demain quoi sera fait, peut-être qu'on va se remettre ensemble, peut-être qu'on va se marier, peut-être pas, voilà, c'est Dieu qui sait. Et voilà, en tout cas, je la remercierai jamais assez et je fais en sorte qu'on soit toujours en bon terme. Elle ne manquera jamais de rien, quoi qu'il arrive, parce que voilà, elle m'a fait un cadeau qui, voilà, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Donc voilà. Alors Noah, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Et de t'imposer un gage. D'accord. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, le prochain invité, je te donne un gage. Faudra que tu gonfles une capote et que tu la donnes au réceptionniste. Bon courage. Et t'as intérêt de relever le défi. Bon courage. Écoute Lisa, merci pour ce gage, mais malheureusement, j'aime trop les femmes pour faire ton gage. Gonfler une capote et la donner à une réceptionniste, non mais... T'as craqué ou quoi? Non, je peux pas Lisa. T'es une très belle femme, t'aurais été là, je l'aurais gonflé avec toi, mais gonfler une capote, la donner au réceptionniste, non. Sincèrement, c'est au-dessus de mes forces. Vraiment, désolé. Désolé. Merci beaucoup Noah. Merci à toi. Je te fais la bise, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci vraiment.
Et puis je te souhaite plein de belles Écoute, choses pour la merci à suite et vous, merci d'avoir pour accepté l'accueil. l'invitation. Avec Merci vraiment plaisir. pour l'invitation et je souhaite vraiment que votre émission agrandisse encore. Merci Et beaucoup. voilà, beaucoup de belles choses. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur ses réseaux sociaux, Noah Lunsi. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Mixed by Keisha Nassaf. À très vite.